messieurs, bonjour. Bienvenue à tous pour cette webconférence à l'occasion de laquelle nous allons aborder la question des nouvelles cibles des cyberattaquants. La cybermenace est une réalité aujourd'hui pour toutes les organisations. Si pendant très longtemps on a pu penser que seules les entreprises privées étaient concernées, eh bien force est de constater que ces derniers mois, d'autres organisations ont été la cible de cyberattaquants. Hôpitaux, collectivités ou encore universités sont aujourd'hui des membres du club peu envié des cibles choisies par les cyberpirates. Alors, pour aborder cette question, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Flavien Vivier. Flavien, bonjour. Bonjour Thomas. Flavien, vous êtes avant-vente chez BlackBerry. Avant qu'on commence et qu'on rentre dans le dur de cet événement, de notre webconférence du matin, j'aimerais qu'on prenne le temps de parler d'abord de BlackBerry. BlackBerry est un acteur historique de la téléphonie mobile pendant quelques temps, pendant quelques années même. Et aujourd'hui, BlackBerry est devenu un acteur historique, un acteur de premier plan, j'ai envie de dire, de la cybersécurité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de l'approche de BlackBerry et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la stratégie de ce BlackBerry, de ce nouveau BlackBerry? Alors effectivement Thomas, BlackBerry qui a déjà 35 ans d'existence et qui a eu l'occasion de se transformer. Et donc dernièrement dans la transformation de la société, l'idée c'est de cette fois-ci de pouvoir connecter, sécuriser et finalement gérer tout un ensemble de endpoints, qu'il se soit un poste de travail, un serveur, un mobile évidemment, mais après voilà, qu'il soit physique, virtuel, quel que soit le système d'exploitation finalement. C'est aussi dans l'objectif, dans l'intérêt des clients et c'est ce qu'ils recherchent, c'est une certaine consolidation. Parce qu'on a davantage maintenant de périphériques connectés, donc c'est aussi une certaine complexité. Donc l'idée c'est de rationaliser tout ça au sein d'une seule et même solution qui pourrait tout gérer l'ensemble. Et donc l'intérêt à la fin aussi pour BlackBerry, c'est de pouvoir faire ce virage vers la cybersécurité, mais en essayant d'avoir une stratégie sur la sécurité plus intelligente, plus autonome, entre autres, et ça peut paraître présomptueux, mais c'est notamment via le rachat de Cylance, qui opère notamment du machine learning. Et donc l'intérêt à la fin, voilà, c'est vraiment de faire de la sécurité du endpoint en toute situation. Et donc, parmi aussi les atouts et l'héritage notamment de BlackBerry, c'est entre autres le fait qu'on opère notre propre NOC, donc Network Operation Center. L'intérêt, c'est de pouvoir finalement sécuriser et connecter tout un ensemble de systèmes sans forcément obliger les clients derrière à ouvrir leur système d'exploitation avec du flux entrant. Donc l'idée, c'est de connecter tout ça via justement le NOC qui est opéré par BlackBerry. Donc c'est hyper intéressant, notamment pour nos clients pendant cette phase un peu particulière du Covid et donc du travail à domicile. Sans forcément avoir un VPN, on pouvait connecter les clients entre eux au travers justement du NOC BlackBerry. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a aussi une certaine expérience dans le monde du endpoint finalement, puisqu'on connectait, on gérait déjà des téléphones. Donc ça, c'est assez intéressant. On faisait aussi la sécurité notamment native des téléphones. BlackBerry était plutôt connu pour ça, effectivement. Donc on a aussi toujours cet héritage. Donc l'intérêt maintenant, c'est de l'élargir. En plus, dans la conscience des gens, BlackBerry, c'est quand même une société qui tient assez fortement à la notion de données personnelles, de données privées, de sécurité de toutes ces données. Donc ça, c'est vraiment l'héritage qu'on veut conserver et qu'on essaie de poursuivre dans la stratégie de transformation vers justement cette notion de cybersécurité. Et après, c'est d'évoluer aussi plus globalement sur une infrastructure qu'on appellerait plutôt zéro trust, voire zéro touch. Donc là, c'est notamment de se concentrer en plus du poste, du endpoint, sur l'utilisateur également, en pouvant faire par exemple de l'authentification continue par rapport à ses habitudes. Et donc tout ça aussi au travers d'une stratégie de machine learning plutôt personnalisée. Donc ça, c'est les innovations sur lesquelles on travaille. Donc voilà, il y a une vraie stratégie de virage vers la cybersécurité et d'innovation en faveur aussi du marché, des clients, de leurs attentes, entre autres parce qu'il faut aussi maintenant opérer avec moins de ressources parfois. Donc c'est l'objectif aussi de faire du machine learning. Et donc Cylance, l'héritage de Cylance, c'est plus de 8 ans d'expérience et de brevets sur ces sujets-là. Alors, Fabien, on a bien compris que, en tout cas, BlackBerry aujourd'hui est vraiment un acteur de la cybersécurité, notamment avec l'apport d'acquisitions, vous l'avez mentionné, comme Cylance il y a quelques temps, qui ont permis à BlackBerry de se renforcer sur ce domaine. Alors, j'aimerais qu'on débute cette webconférence d'abord par justement qualifier ces nouvelles cibles. Quelles sont-elles et quelles sont aujourd'hui ces organisations qui sont ciblées par les cyberpirates? Alors d'office, j'aurais dit dans tous les cas toutes les entreprises. C'est entre autres mon métier, donc on ne va pas exclure quel que soit le métier de l'entreprise. Évidemment que toutes vont être touchées. Après, l'intérêt, notamment si on regarde l'actualité, on a bien vu que pendant cette période de confinement, les principales entreprises, en tout cas les principales structures qui ont été touchées, ce sont surtout les hôpitaux, les collectivités locales et les universités justement. La réalité, pourquoi? C'est aussi, entre autres, parce que les attaquants ont compris qu'il y avait des données hyper importantes, les données personnelles des patients, tout ce qui est
les éléments liés à la sécurité sociale en France. Il y a le fait aussi que ces structures-là opèrent beaucoup de systèmes divers, parfois même obsolètes pour des besoins métiers. Voilà, c'est compliqué de les changer. Encore plus voilà, depuis janvier 2020 avec un Windows 7 qui n'est plus sous support de Microsoft. Donc ça rajoute aussi à ça. Et après, je pense que ce qui peut aussi jouer contre les hôpitaux, les collectivités locales, c'est parfois, entre autres les hôpitaux, c'est parfois le temps qu'ils vont jouer contre eux. Parce que si j'arrive à prendre en otage leurs données, finalement, s'il y a des données sensibles, des données patients, elles sont nécessaires, bien entendu, pour la survie d'un patient. Donc est-ce que finalement, la survie d'un patient ne vaut pas le coup parfois de payer la rançon? Donc si je paye la rançon, c'est forcément plus intéressant pour un attaquant, donc il va plus facilement cibler les gens qui vont payer plus facilement. D'accord. Ces attaques aujourd'hui, elles proviennent de groupes qui sont parfois identifiés. Alors on parle effectivement de groupes nationaux, parfois de groupes supranationaux. Est-ce que aujourd'hui, c'est plutôt des groupes comme, alors on peut le mentionner, Ocean Lotus, qui aujourd'hui sont derrière ces attaques? Alors il y en a d'autres, hein, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire justement aujourd'hui sur ces groupes-là qui sont derrière ces attaques et qui sont en gros de véritables réseaux de cyberattaquants? Alors en l'occurrence, s'agissant des hôpitaux principalement, si on regarde l'actualité, c'était plutôt des gens comme Maze, des gens comme des ransomware type Pisam et Spinoza, notamment un papier sur l'ANSSI qui a été publié sur le sujet qui est assez intéressant. Et on se rend compte que certes c'est du ransomware, mais c'est aussi un ransomware qui se diversifie dans ses méthodes. Donc c'est pas simplement qu'un exécutable. Maintenant on va retrouver pas mal de choses autour des scripts, sur du PowerShell, donc finalement c'est du code, c'est du texte. Et ce texte est interprété par l'interpréteur sous forme de code et peut faire effectivement un certain nombre d'actions assez puissantes sur le système. Et on peut retrouver ça aussi sur des formes de scripts Python, par exemple, également. Donc c'est assez diversifié, donc il ne faut pas que se concentrer finalement sur les exécutables. Et s'agissant justement de Ocean Lotus, là où c'est intéressant de les mentionner, c'est lié aussi à un papier, une étude faite par BlackBerry et par nos différents chercheurs, des données qui datent de l'année dernière, de 2019. Et en fait, ce qu'on se rend compte dans Ocean Lotus, c'est que c'est un groupe finalement qui opère de façon assez intelligente dans ses méthodes. Il utilise notamment beaucoup de polymorphisme. Et donc l'idée du polymorphisme, c'est de faire en sorte justement que le code que j'utilise ne soit pas lisible par les différents systèmes de protection. Donc, parce que souvent, si c'est pas lisible, j'ai pas de signature, je suis pas capable de détecter ce genre de choses. Donc ça permet de passer sous les radars et d'opérer pendant un certain temps de façon silencieuse. Donc il y a cette première chose. Après, on se rend compte aussi qu'ils ont des techniques assez avancées, notamment la stéganographie, qui est assez intéressante. Et donc de façon simple, l'idée c'est de pouvoir cacher un fichier dans un autre fichier. Et donc en l'occurrence Ocean Lotus, qu'ils ont essayé de faire, et ce qu'ils ont fait très bien, et donc ça peut paraître être de la science-fiction, mais c'est une réalité, c'est qu'ils ont réussi à cacher du code dans une image type PNG. Et l'intérêt c'est que cette image, en fait, quand elle est montée en mémoire, finalement le code qui est avec est dans la mémoire, et l'intérêt c'est de pouvoir faire exécuter ce code qui est dans la mémoire. Et donc de passer complètement au travers des radars, des fichiers qu'on analyse en principal, qui sont justement plutôt des exécutables, plus que des images. On ne se doute pas que dans une image, il peut y avoir quelque chose qui est malicieux. Et donc finalement, derrière, il est important d'avoir aussi des solutions qui sont assez robustes sur la capacité notamment de voir ce qui se passe certes sur le disque dur, mais aussi ce qui se passe en mémoire, qui est un des composants du système d'exploitation. Oui, justement, utiliser des images, c'est ça, l'exemple que vous donnez, c'est que ça les rend d'autant plus dangereux que personne ne va imaginer demain qu'une simple image puisse être un vecteur d'attaque. Exactement. D'accord. Contre quel type de menaces aujourd'hui, j'aimerais qu'on passe d'ailleurs sur nos thématiques, mais contre quel type de menaces aujourd'hui les organisations et les entreprises, et les acteurs publics aussi, doivent désormais se protéger? Alors, vous avez mentionné certaines menaces, Fabien, mais si on devait un peu lister les différents types de menaces, quelles sont celles que organisations, entreprises et collectivités et hôpitaux doivent prendre particulièrement au sérieux? Alors évidemment le ransomware, ça va surprendre personne. Évidemment. Maintenant sur le ransomware, il évolue quand même globalement sur ce qu'on appelle du ransomware as a service, voire de façon plus générale, on va parler de malware as a service. L'idée derrière, c'est que finalement c'est une plateforme qui me permet de générer et de faire évoluer mon malware. Là où avant il était distribué de façon assez large, maintenant il est plutôt réservé à un certain nombre de groupes. L'idée étant d'éviter qu'il y ait trop d'informations dessus qui fuitent, et que finalement on rentre plus facilement, on offre des capacités plus simples finalement après à l'inverse, essayer de décoder ce qui a été chiffré et de rendre les données aux utilisateurs. Donc l'idée c'est vraiment de faire ça, donc de garder ça plus secret. Après on va retrouver des choses comme la mobilité évidemment, on voit de plus en plus de téléphones, encore plus avec le travail à domicile, on voit de plus en plus de téléphones, de tablettes qui permettent d'accéder justement au système d'exploitation. Au système d'information des entreprises et donc qui donne un accès, c'est-à-dire que derrière je manipule mes différents mots de passe, j'ai différents accès aussi à des applications, à des données
dans l'entreprise. Donc ça, c'est aussi un point important. On a également fait une étude chez BlackBerry qui s'appelle Decade of Rat. L'idée, c'est de montrer comment justement les attaquants opèrent aussi de façon diversifiée sur les différents types de plateformes. Donc on a l'habitude de Windows, mais il ne faut pas oublier effectivement le mobile, notamment Android, mais pas que, et aussi sur le Linux. Et donc Linux est aussi une part importante. Oui, parce qu'on pourrait penser que Linux était relativement à l'abri, comme on a pensé pendant un moment que l'univers Apple était à l'abri des attaques. Exactement. C'est vraiment le cas aujourd'hui. Alors on pense que c'est à l'abri certainement parce qu'on est parfois moins familier. La réalité, c'est que c'est un système certes open source, donc on sait comment il est fait, mais pour autant il y a peu ou pas de sécurité dessus qui sont mises en œuvre. Donc il y a celles qui sont natives effectivement, mais est-ce que derrière j'ai les connaissances nécessaires pour les mettre en œuvre? Il ne faut pas oublier que Linux, ça opère une grande partie du monde web typiquement. C'est beaucoup de choses qui sont mises en frontal, donc directement accéder à Internet, qui sont tout le temps connectées. Et en l'occurrence, dans l'étude justement Decade of Rat de BlackBerry, c'est de montrer comment pendant une dizaine d'années, un certain nombre de groupes d'attaquants ont opéré ensemble de façon complètement discrète, justement entre autres sur du Linux, pour pouvoir faire de l'exfiltration de données, s'infiltrer dans des systèmes d'information. Donc ça, c'est aussi un point important. Et l'autre chose que je rajouterais qu'il ne faut pas oublier, c'est tout ce qui est système obsolète. Comme je le disais tout à l'heure, Windows 7 qui n'est effectivement plus supporté par Microsoft, comme ça fut le cas pendant un certain temps sur XP, c'est aussi une des cibles si ces systèmes sont encore présent dans le système d'information parce que des fois aussi il y a des contraintes opérationnelles qui l'obligent. C'est comment derrière aussi j'ai bien la visibilité sur ces systèmes-là, je vais bien les protéger, voire les segmenter, voire si possible même les isoler complètement. Il apparaît que certains aujourd'hui, quand on regarde les menaces, il apparaît que certains secteurs sont peut-être plus visés que d'autres. Qu'est-ce qu'on peut dire justement aujourd'hui, Flavien, des attaques par secteur ? Quel type de découpage il y a? Est-ce que par exemple les ransomware touchent plus un type d'entreprise qu'un autre? Qu'est-ce qu'on peut en dire justement aujourd'hui de ce découpage sectoriel, j'ai envie de dire, des différentes attaques? Alors ce qu'on peut voir comme type de menace, donc on parlait du ransomware, mais il y a aussi tout ce qui est minage de crypto-monnaies, c'est assez intéressant, c'est de plus en plus utilisé. L'intérêt il est simple, c'est que là où un ransomware, je vais essayer de toucher un certain nombre de cibles, mais je ne vais pas tout toucher. Donc l'idée c'est que je vais faire un gain pour ceux qui acceptent aussi de payer. À l'inverse, la partie minage de crypto-monnaies, une fois que c'est sur le système d'exploitation, si c'est transparent, finalement chaque système touché va me rapporter de l'argent parce qu'il va miner justement la monnaie pour moi. Donc c'est assez intéressant pour ça. Et après, ça utilise le stick, le CPU de la machine. Donc parfois on peut avoir des problèmes de performance. Ça peut être une façon de le détecter. Et entre autres, pour la petite anecdote, comme BlackBerry maintenant opère aussi dans le monde de la cybersécurité, on travaille en ce moment avec Intel dans l'idée justement dans notre agent d'offrir des capacités via la partie CPU directement, de pouvoir détecter ce genre d'activité justement liée à du minage de Bitcoin et de remonter ce genre d'alerte. Et donc finalement la machine, même si derrière elle opère avec des machines virtuelles en complément, vu que c'est lié au cycle hardware derrière sous l'OS, c'est ce qui nous va permettre de détecter ce genre de choses. Donc c'est le genre de menaces qu'on voit. Après, ce qu'on voit comme secteur d'activité plutôt touché, évidemment on a parlé de la santé, des collectivités locales. Maintenant, paradoxalement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a pas mal de sociétés dans la tech, dans les logiciels qui sont touchés. L'intérêt, il est assez simple, c'est que si j'arrive à toucher ce système d'exploitation, derrière, forcément, c'est des clients qui utilisent ces logiciels. Si j'arrive à infecter ce genre de logiciel et après, il y a automatiquement une portée beaucoup plus large. Ils vont être distribués de façon élargie, exactement. Donc ça devient une plateforme de diffusion. Le meilleur exemple qu'on a tous certainement connu et qu'on a encore en mémoire, c'est CC Cleaner, par exemple, qui est un petit outil de nettoyage que beaucoup de gens utilisent, aussi bien pour les particuliers qu'en entreprise. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont fait avoir. Et donc là, c'est très compliqué de passer, de détecter ce genre de choses. Donc finalement, on infecte aussi plus légèrement tout ce qui est supply chain, ce genre de choses. Un peu dans la même mouvance aussi, on va retrouver tout ce qui est MSSP. Donc j'opère un certain nombre de technologies, voire de la sécurité pour des clients. Donc si j'arrive à toucher directement au cœur ce MSSP, aussi derrière j'ai accès à toute cette base client pour pouvoir diffuser mes menaces. C'est ce genre de choses également qu'on voit. Après on a bien entendu toujours le secteur bancaire, la finance. L'intérêt c'est parce qu'il y a des données hyper intéressantes. Il y a aussi cette mouvance un peu de la monnaie qui était physique, qui devient virtuelle. Oui. Ça accélérait justement avec le Covid. Enfin, pas forcément la monnaie virtuelle, mais le sans contact, le fait qu'on paye de plus en plus avec des cartes bleues, ainsi de suite. Et donc, derrière la problématique aussi, c'est le mobile, c'est les applications qui sont sur le mobile, c'est les données qui sont utilisées, qui sont manipulées par ces applications mobiles. Donc pareil, ça devient une cible de choix pour récupérer ces informations qui ont une certaine valeur. Parce qu'on l'a tous compris, l'idée c'est de l'exfiltration souvent de données qui sont après monnayées. Après, il y a tout ce qui est gouvernement et bien entendu tout ce qui est motivation politique, à des fins d'espionnage, militaire, contractuel. Donc, il y a ces choses-là qui existent, de la déstabilisation de façon générale au niveau politique. Et après, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, tout ce qui est commerce de détail, commerce de gros évidemment. Ouais.
Et justement, eux-mêmes, le retail, si je parle uniquement du retail, on note que c'est une cible particulière. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel intérêt pour le retail? Alors, bon, on peut penser en tout cas qu'aujourd'hui, pendant la crise du Covid-19, on a vu qu'effectivement, énormément de gens étaient très nombreux à faire nos courses et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui peut expliquer une surreprésentation pareille de cette industrie-là en termes de... Pourquoi est-ce que cette industrie est vraiment une cible particulière en matière pour les cyberattaquants? Alors, je pense que dans l'inconscient aussi des attaquants, forcément, il y a des données qui sont hyper intéressantes, des cartes de crédit, ce genre de choses, qui vont être monnaie, qui vont être récupérées. Après, il y a toute la base client, hein, donc pareil, ça se revend, il y a des informations assez précieuses. Et après, par rebond, je peux aussi m'en resservir. Mais de façon générale aussi, si on parle du commerce, il y a tout ce qui est point de vente. Donc ça, c'est plutôt quand on est physiquement, effectivement, dans les magasins. Et du coup, je peux avoir un accès physique pour rentrer dans un système d'exploitation. Parfois, c'est des systèmes justement qui tournent sur des OS obsolètes parce qu'ils sont là depuis un certain temps, ils ont une durée de vie assez longue. Parfois même, ils sont sous maintenance par quelqu'un d'autre. Et donc, si ce n'est pas dans mon champ d'action, ce n'est pas moi qui vais le sécuriser. Donc, est-ce que finalement, c'est assez sécurisé dès le départ? Après, effectivement, comme vous l'avez souligné, Thomas, il y a la notion du e-commerce. Donc, il y a du paiement en ligne. Qui dit e-commerce aussi, dit exposition d'un site web. Ce site web, et derrière, ça devient une surface d'exposition via d'autres types de vulnérabilités, de menaces. Donc, ça devient aussi un vecteur de choix d'entrée. Donc, je pense que voilà, c'est en prod pour ces raisons, effectivement, que la notion de commerce, de e-commerce, de retail devient importante et une cible de choix. Flavien, parmi les menaces que vous avez mentionnées un peu plus tôt, j'aimerais qu'on prenne le temps de s'arrêter sur deux menaces particulières, Emotet et Cofter. Est-ce qu'on peut définir ces deux menaces et est-ce qu'on peut expliquer en quoi elles sont particulièrement dangereuses pour les entreprises aujourd'hui, pour les organisations, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs? Donc en l'occurrence, s'agissant de ces deux menaces, effectivement, Thomas, donc dans la famille des malwares, on va parler plutôt de Trojan ou de cheval de Troie. L'idée de parler notamment d'Emotet, qui date de 2014, et en fait on a vu une réapparition en 2019 dans le cadre de campagnes d'ingénierie sociale. Et donc ce qui est intéressant dans ce Trojan, c'est qu'il a justement aussi des facultés de polymorphisme, donc c'est ce qui le rendait difficile à détecter, parce qu'à chaque fois on voyait des nouvelles formes d'apparition, toujours de Emotet. L'idée derrière, en fait, c'est qu'il a une capacité assez modulaire, donc il fait pas mal de choses, notamment il peut aller voler des mots de passe de votre navigateur. Soit dit en passant, voilà, c'est le genre de choses parfois qu'il faut peut-être éviter, effectivement, d'enregistrer ces mots de passe dans les options qui sont proposées par les navigateurs. Le fait aussi qu'il puisse analyser le trafic, par exemple, et récupérer de l'information sur le trafic au niveau du poste. Après, ce qu'on a également vu, qui était assez ingénieux, c'est qu'une fois qu'il a infecté une machine, il avait la capacité aussi d'aller lire dans la boîte mail de l'utilisateur et de répondre à des flux de mails échangés. Et donc finalement, c'était une façon pour lui de se propager. Donc c'est assez ingénieux, ça marche très bien, et donc c'est voilà, une façon aussi pour lui de continuer à vivre et de s'étendre. D'accord. S'agissant à l'inverse plutôt de Cofter, là où c'est également ingénieux, c'est que là on va parler plutôt d'attaques sans fichier. L'idée, c'est que souvent le premier vecteur d'infection, ça revient toujours un peu pareil par un mail avec une pièce jointe, notamment une macro. Ouais. Et l'idée de cette macro derrière, quand elle s'exécute dans le document en question qui s'ouvre, que ce soit un fichier Word par exemple, l'idée c'est que derrière on récupère en complément toujours un fichier texte qui est finalement une commande PowerShell. L'idée c'est que cette commande-là, elle est enregistrée directement sous forme d'une clé de registre. Et l'intérêt, une fois qu'elle est enregistrée sous cette forme de clé de registre, c'est qu'une fois que le système redémarre, c'est là que ça va s'exécuter à chaque redémarrage. Et quand ça s'exécute, ça arrive directement en mémoire. Donc quand on dit attaque sans fichier, c'est que finalement, à aucun moment je télécharge et j'écris quelque chose sur le disque à proprement parler. Donc c'est hyper ingénieux et une nouvelle fois, on se retrouve sur des solutions en capacité de détecter ce genre de méthode. Finalement, c'est en allant justement sur la mémoire et la capacité d'analyser ce qui se passe en mémoire, de détecter des choses suspicieuses et de les bloquer avant justement qu'elles arrivent à leur fin sur le système. Je voudrais faire une petite remarque, c'est que ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux entreprises de la tech qui aujourd'hui sont des cibles particulièrement intéressantes entre guillemets pour les cyberattaquants, ici on retrouve le même phénomène, c'est-à-dire que les Trojanes comme Cofter ou comme Emotet, comme vous le disiez tout à l'heure, ciblent particulièrement les entreprises de la tech. Pourquoi est-ce qu'elles sont ciblées d'ailleurs pour les mêmes raisons? Parce que ce que vous disiez plus tôt, c'est qu'en fait en les touchant, elles, eh bien, on touche leurs clients et que on répand plus facilement une menace. Est-ce que c'est la même réflexion qui est derrière ce type de ciblage? Alors c'est évident qu'effectivement il y a ce genre de choses. Maintenant, ce qui va être aussi intéressant, particulièrement pour Cofter, si on considère que des entreprises de la tech sont particulièrement protégées, même si souvent on a tendance à dire que c'est plutôt le cordonnier le moins bien chaussé, en l'occurrence, s'agissant de Cofter, si tous les systèmes sont bien configurés, sont bien en place, l'idée d'opérer via justement un fichier type Word,
Souvent, on est moins inquiet parce qu'on se dit que c'est nécessaire pour mon travail. Mes clients m'envoient justement des documents, on fait des réponses à appels d'offres, ce genre de choses, ou tout simplement dans le cadre du travail justement d'une entreprise de la tech, elle crée un certain nombre de documents, et donc pour travailler c'est nécessaire. Donc moins de prudence, on a plus facilement tendance à l'ouvrir. Et après, comme justement ça opère sous forme d'attaque sans fichier, si même j'ai une bonne protection sur le poste, mais qui n'est pas suffisante pour voir ce qui se passe en mémoire, c'est un très bon vecteur justement pour être passer complètement sous les radars sur ce genre de société qui pourrait effectivement être mieux protégée, on pourrait estimer en tout cas mieux protégée, mieux équipée, je dirais, que d'autres structures. D'accord. La menace, elle concerne les postes fixes, on l'a dit, les tablettes. Elle concerne bien sûr les terminaux mobiles. Alors BlackBerry est, on l'a dit en introduction, un acteur historique de cet univers. En quoi est-ce qu'aujourd'hui les terminaux mobiles sont particulièrement concernés par cette question de cybermenace? C'est vrai que ce n'était pas le cas il y a quelques années. On disait qu'en gros, que ce soit d'ailleurs des terminaux sous Android ou sous iOS, voire sous Microsoft par le passé, ces terminaux étaient peut-être moins concernés par les attaques. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc en quoi est-ce qu'ils sont aujourd'hui concernés et à quoi est-ce que justement ces terminaux doivent s'attendre en termes de menaces? Alors effectivement, c'est vrai qu'on parle de plus en plus du mobile, on avait peut-être tendance à l'oublier, entre autres parce qu'on pense que c'est un système tout intégré, donc c'est certainement mieux sécurisé par défaut. Paradoxalement, quand on parlait notamment de BlackBerry, effectivement, on faisait des systèmes d'exploitation sur l'hardware qui était maîtrisé, ultra sécurisé, avec des fonctionnalités qui ne sont même pas encore présentes dans les OS maintenant qu'on voit plutôt sur mobile, à savoir effectivement iOS et Android. Maintenant, il ne faut pas oublier, c'est qu'un système mobile, on l'utilise tous pour accéder, comme je le disais tout à l'heure, effectivement au système d'information, son système d'information à distance, encore plus par exemple maintenant qu'on travaille pas mal en dehors des murs, donc vraiment à domicile principalement. Et après, l'idée derrière, c'est qu'effectivement, le système en soi, il a un système d'exploitation qui, comme tout, peut être vulnérable. Donc il y a des vulnérabilités qui sont associées à ces systèmes d'exploitation mobiles. D'autant plus qu'il y a des bug bounty, ce genre de choses où c'est assez monnayé quand on arrive à trouver des failles dans ces systèmes-là. Ce qu'on oublie aussi parfois, c'est qu'il y a la notion de réseau. C'est qu'un mobile, souvent, que ce soit une tablette ou un téléphone directement, il a de la valeur souvent quand il est connecté. Alors, soit on a directement la puce SIM qui nous permet d'accéder au réseau 4G, 5G bientôt. Donc finalement, on est connecté, mais quand je me connecte sur du Wi-Fi typiquement, est-ce que je suis certain que le réseau sur lequel je me connecte est bien sécurisé? Ça, on a tendance à l'oublier, parce qu'on veut absolument être connecté, donc on prend le premier réseau disponible, s'il est ouvert, encore mieux. Mais derrière, si c'est un réseau qui est maîtrisé par quelqu'un que je ne connais pas, qui a des mauvaises intentions, forcément, je suis à sa merci parce qu'il voit tout ce qui se passe quand je suis connecté sur son réseau. Après, il y a toute la notion d'application, parce que la valeur aussi d'un téléphone maintenant, paradoxalement, c'est peut-être un peu comme ça. Applicatif, bien sûr. Exactement. C'est sa faiblesse aussi, d'ailleurs. Exactement. Ouais. C'est que maintenant, il y a ces applications qu'on installe, et ces applications, elles sont développées par tout un chacun, et forcément, elles peuvent avoir aussi, elles, des failles, parfois de mauvaises intentions. Donc, ce qui rajoute aussi une problématique sur le mobile en soi. Et après, il y a l'utilisateur aussi, parfois, qu'il ne faut pas oublier. Il y a aussi la sécurité de l'utilisateur qui est importante derrière le téléphone. Donc, tout ça fait qu'effectivement, l'écosystème mobile est de plus en plus présent et on doit s'y attacher à le sécuriser, à ne pas oublier derrière ce qu'il en est. Et donc, entre autres, les méthodes qui peuvent être intéressantes souvent, c'est soit je fournis moi-même le téléphone et l'entreprise le maîtrise et fait tout ce qui va autour, ou alors maintenant, on a des systèmes, notamment sur Android, où on peut très facilement segmenter l'usage professionnel de l'usage personnel et éviter qu'on croise les informations. Et entre autres, BlackBerry, c'est ce qu'on fait très bien, c'est qu'on sait effectivement offrir un container complètement sécurisé où finalement tout ce que j'utilise pour l'accès à l'entreprise est complètement isolé. Donc même si la faille vient de l'environnement personnel pour une mauvaise application, je peux assez facilement bloquer l'environnement professionnel. Donc c'est entre autres des méthodes. Après, on parle d'applications. L'intérêt, c'est de sécuriser ces applications de façon native. C'est parfois aussi de sécuriser le code. Je parlais notamment des techniques d'offuscation, mais c'est de pouvoir aussi le faire pour des bonnes raisons, éviter que quelqu'un prenne mon application, faire ce qu'on appelle du reverse engineering pour essayer de comprendre comment elle fonctionne. Par exemple, pour les environnements bancaires, si je sais comment l'application communique avec l'infrastructure bancaire, est-ce que finalement je ne peux pas m'en servir contre la banque si j'identifie derrière également des failles? Donc c'est le genre de techniques effectivement qui sont de plus en plus présentes et qu'on va voir de plus en plus, et sur lesquelles bien entendu BlackBerry est présent. Depuis quelques temps déjà. D'accord. J'aimerais qu'on revienne, Flavien, très rapidement sur ce que vous mentionniez plus tôt, le fait de fournir les téléphones mobiles, le fait de sécuriser, en fait, de compartimenter en gros l'activité professionnelle, l'activité personnelle sur un même terminal. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que peuvent prendre les entreprises pour réduire le risque de cyberattaque ou pour limiter en gros j'ai envie de dire, le scope de portes d'entrée possibles sur les terminaux utilisés par les salariés en entreprise?
Ce qu'on fait historiquement sur les téléphones, c'est la gestion justement du périphérique, qui soit maîtrisé par l'utilisateur parce que c'est son personnel ou éventuellement qu'il soit fourni. Et l'intérêt de le maîtriser, finalement, c'est de pouvoir aussi directement gérer la configuration, désactiver certaines fonctionnalités, voire même sur les sujets sur lesquels on travaille maintenant avec BlackBerry, c'est la capacité d'analyser le téléphone et l'utilisateur, son usage, en fonction de certaines situations et de changer le niveau de sécurité et de protection du téléphone en fonction de la situation. Et donc typiquement, si j'opère dans un pays à risque, pour diverses raisons liées à certaines activités de l'entreprise, d'espionnage ou autres, peut-être l'intérêt c'est de limiter l'accès au système d'information via ce téléphone. C'est de pouvoir avoir une sécurité plus durcie pour avoir davantage de visibilité. Donc ça peut être ce genre de choses aussi, donc ça va avoir une sécurité finalement adaptative, et ça c'est le genre de choses également sur lesquelles on travaille, et entre autres l'avènement de l'intelligence artificielle, du machine learning est un appui assez important pour ça. D'accord. Alors Flavien, on a parlé à l'instant des téléphones mobiles. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'Internet des objets. Quelles problématiques cela pose-t-il aux entreprises en matière de cybersécurité? Alors l'Internet des objets, c'est un bien grand mot effectivement. Mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'on va retrouver un peu tout ce qu'on voit de façon classique dans l'IT, dans les différents systèmes qu'on opère. Il y a à la fois la partie matérielle, la partie logicielle bien entendu, il y a la partie communication. L'intérêt aussi de l'IoT, c'est qu'il tout le temps communique. Il communique tout le temps, il collecte et il échange de la donnée. Donc ça, c'est aussi le point important. Et après, il y a toute la phase de protocoles qui sont utilisés derrière, parfois spécifiques, qui rajoutent aussi, qui étendent la surface d'exposition. Il ne faut pas oublier que maintenant, on sait le dire, c'est qu'il y a plus finalement d'objets connectés que d'humains sur Terre. Oui, donc, on parle de 30 ou 50 milliards d'objets connectés. Et donc c'est pareil en termes de surface d'exposition, de quoi s'amuser, jouer et parfois arriver à ses fins en récupérant un certain nombre de choses. C'est assez intéressant justement comme surface de jeu. D'accord. Parmi les objets connectés, il y a également les véhicules connectés. On parle de plus en plus de voitures. Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail de niveau d'autonomie des véhicules. Quelles sont aujourd'hui les faiblesses de ces véhicules? On imagine qu'effectivement, un attaquant qui prendrait le contrôle à distance pourrait faire effectivement des choses particulièrement dangereuses avec un véhicule. Qu'est-ce qui est susceptible et qu'est-ce qui doit être protégé, particulièrement lorsqu'on parle des véhicules connectés? Alors, en l'occurrence, parlons des véhicules, c'est assez intéressant parce que c'est un sujet qui tient à cœur pour BlackBerry, parce qu'on a une entité qui s'appelle QNX et qui opère justement dans cet environnement-là. Ce qu'on peut imaginer comme risque, entre autres, pour les véhicules, c'est effectivement la prise en main à distance d'un véhicule qui serait connecté. Mais il ne faut pas oublier que ça peut être aussi des choses plus simples, plutôt que de mettre la vie de quelqu'un en danger. C'est tout simplement aussi le vol du véhicule. Vu que maintenant tout est sans contact, est-ce que finalement, ce n'est pas plus simple de voler un véhicule qui a une certaine valeur? Donc ça peut être aussi un des vecteurs. Et le risque finalement du véhicule, maintenant, gardons en tête que ça reste quand même sous forme plutôt de proof of concept. Pour l'instant, il n'y a rien qui prouve qu'aujourd'hui, un attaquant puisse prendre le contrôle. Il n'y a rien qui prouve. Personne ne l'a fait en tout cas. Il y a des faits qui existent qui prouvent effectivement qu'on a pu le faire, mais c'est comme je dis, c'est plus sous forme de proof of concept. L'intérêt derrière, c'est de montrer qu'effectivement ces systèmes restent vulnérables à plus d'un titre. Parce que bien entendu, il y a du logiciel. Il faut savoir que dans un véhicule, on estime qu'on peut avoir jusqu'à 100 millions de lignes de code. Quand un système d'exploitation comme Windows, c'est autour de 50 et un Linux, c'est autour de 30. Donc c'est pour vous dire la surface aussi, la capacité d'erreur quand je développe du logiciel sur du véhicule. Donc ça, c'est aussi un point important. Il y a toute la partie aussi véhicule. Il faut pas oublier que c'est sous forme d'OEM. Donc finalement, le constructeur s'appuie sur énormément de sous-traitants et après, il assemble l'ensemble. Donc est-ce que chacun des sous-traitants aussi n'est pas un risque, un vecteur particulier quand je récupère des pièces, du logiciel à intégrer dans mon véhicule? Ça, c'est aussi un point important. Et puis après, bien entendu, le véhicule d'avant, où j'avais effectivement mon klaxon, j'avais ma vitesse, ma clim et ma radio. Maintenant, je retrouve énormément de capteurs, de caméras, le GPS aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des données personnelles. Si j'arrive à prendre la main sur un véhicule ou l'historique de ces données, je sais éventuellement la personne, comment ses habitudes, où elle est allée, où elle habite, transport, où elle travaille. Exactement. Donc ça, c'est pareil, c'est des données personnelles, on l'oublie. Et une des choses bêtes, je loue un véhicule. Je connecte mon téléphone, pareil, il y a des données de mon téléphone qui sont échangées. Est-ce que finalement ces données ne restent pas pour le prochain qui va louer aussi le véhicule ou quand je le revends? Donc il y a aussi tout ce genre de sujet effectivement qu'on oublie. Et donc c'est aussi pour ça que BlackBerry travaille sur ce segment-là, entre autres pour proposer du logiciel qui sont embarqués dans les véhicules. Et donc on estime maintenant que BlackBerry embarque une partie de ses logiciels autour de 150 millions de véhicules qui sont concernés à travers différents types de constructeurs. D'accord. Donc, dans ce que vous dites, Flavien, c'est que finalement, pour mieux renforcer les véhicules, ce qu'il faut se poser comme question, c'est finalement comment est-ce qu'on renforce le véhicule très en amont, en fait, dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire, vous avez parlé du GPS, vous avez parlé de tout un tas de capteurs, d'applications qui sont embarquées dans le véhicule. Donc, plus on sécurise en amont, et plus on est efficace.
Exactement. Il y a le principe de security by design. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'un véhicule, quand il est construit et qu'il est sur la route, en règle générale, il y est pour quelques années. Donc c'est pareil, comment il est sécurisé pendant toutes ces années. Donc est-ce que derrière, il ne faut pas aussi mettre en place une infrastructure qui facilite la mise à jour de ces différents systèmes sans entraver un certain nombre de problématiques. Donc ça, c'est aussi hyper important. Donc oui, effectivement, c'est le genre de sujet sur lequel on travaille de façon assez tôt pour que le jour où on arrive sur des véhicules complètement autonomes, on soit assez certain. Parce que certes, c'est bien de pouvoir faire un minimum de choses, mais il faut être certain quand même pour être rassuré que ce soit sécurisé de base. Après avoir parlé de l'automobile connectée, j'aimerais qu'on revienne maintenant sur la globalité de la cybermenace et qu'on revienne sur un organisme qui s'appelle le MITRE ou MITRE, on pourra dire un peu, on pourra revenir sur la manière dont on le dit. Quelle est la différence de cet organisme par rapport aux autres qu'on connaît? Quelles sont les spécificités de cet organisme et qu'est-ce qu'il nous apporte? Comment est-ce qu'il nous permet de mieux comprendre aujourd'hui la cybermenace? Ce que je propose, Thomas, c'est qu'on prenne la version française, donc on va dire effectivement MITRE. MITRE. Mais l'idée du MITRE, en fait, c'est que c'est un organisme à but non lucratif. L'intérêt pour eux, finalement, c'est faire du partage de connaissances pour avoir davantage de sécurité. Et donc, entre autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé cette base de connaissances qui s'appelle le MITRE ATT&CK. Et l'intérêt, finalement, derrière, c'est d'organiser sous forme de plateforme tout ce qui est le mode opératoire des différents attaquants. Et donc, il y a un certain niveau, c'est assez bien présenté sous forme de matrice, finalement. Et donc, ça permet de comprendre comment ils entrent dans un système d'exploitation, au travers quelles techniques, quels outils, et après, comment ils opèrent au travers, justement, du système d'information une fois qu'ils ont un premier accès, jusqu'à arriver à leur but, qui est souvent, entre autres, avec ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, de l'exfiltration de données, par exemple. Donc c'est vraiment ce mode opératoire qui est décrit. Et donc l'intérêt, entre autres, pour nous, c'est souvent utilisé à des fins finalement d'identification des lacunes. Donc aussi bien pour les éditeurs, parce qu'ils testent ces différentes solutions, mais aussi pour les clients derrière, pour évaluer comment eux, ils sont protégés à travers les différents contre-mesures, les différents outils qu'ils peuvent utiliser. Et ce qui est assez bien dans le MITRE, c'est que vu qu'ils vont assez dans le détail, c'est un peu le dicton qui dit ça, mais souvent, quand vous donnez un poisson à quelqu'un, vous le nourrissez pour la journée, et quand vous lui apprenez à pêcher, finalement, vous lui apprenez aussi à se nourrir pour toute la vie. Et donc l'intérêt du MITRE, c'est pas uniquement de vous dire il y a tel ou tel outil, mais c'est vous dire globalement comment ils opèrent. Et donc comment vous devez vous prévenir, vous devez vous sécuriser, et bien entendu vous assurer que tout ce que vous mettez en œuvre va vous aider justement à vous sécuriser. D'accord. Dans le dernier rapport, il mentionne 2 scénarios d'attaque. Est-ce qu'on peut revenir sur ces scénarios et comment est-ce que justement ils nous permettent de mieux comprendre, de mieux démonter ces types de cyberattaques? Tout à fait. Alors, quand on parlait notamment de ransomware, mais de façon plus générale, on pense et on a tendance à penser que la problématique de la sécurité, ça passe souvent par un malware. Donc c'est quelque chose qui va s'exécuter. J'essaie de faire en sorte de toucher par exemple un patient zéro pour qu'il actionne pour moi la porte d'entrée. Donc ça, effectivement, c'est une des méthodes et donc il y a de l'exécution. Maintenant, on se rend compte que les techniques sont de plus en plus évoluées, de plus en plus avancées, et l'intérêt derrière, c'est à la fois d'utiliser les failles de l'utilisateur, mais aussi du système d'exploitation, des outils qui sont présents, déjà présents. On parlait des scripts, par exemple, c'est ni plus moins que du fichier texte, donc c'est des outils qui sont déjà présents. Et donc les attaquants, effectivement, utilisent ces myriades de technologies, et c'est un appui assez important pour eux pour éviter d'être détectés. Et donc, dans le cadre effectivement du MITRE, ils ont testé dernièrement les techniques utilisées par un groupe qui s'appelle APT29. Et l'intérêt de ce test-là, c'est de répéter finalement le mode opératoire de ce groupe-là et de voir comment les solutions se comportent pour détecter effectivement chacune de ces étapes. Et donc là où le premier tour que faisait le MITRE sur un autre groupe d'attaquants, il utilisait plutôt des outils présents effectivement dans le système d'exploitation. Là, à l'inverse, sur la PT29, c'était un peu plus diversifié. Il y a notamment un certain nombre de malwares qui étaient spécifiquement créés et après tout un tas d'outils derrière qui sont utilisés. Et entre autres, pas mal de choses sur la mémoire. Et donc c'est là où c'était intéressant aussi pour nous de tester notre outil. C'était de montrer qu'effectivement, on a un outil assez robuste à la fois sur la partie détection en amont des malwares via de la pré-exécution au travers du machine learning, mais aussi également sur tout ce qui est sans fichier, tout ce qui s'exécute en mémoire. Et après, toute la capacité aussi de donner une vue holistique au client sur notre outil en fonction du différent mode opératoire. Et donc de protéger au plus tôt. Et bien entendu, on n'a pas la science exacte. Et donc c'est de pouvoir aussi voir tout ce qui se passe. Il y a des reliquats évidemment d'événements, de signaux faibles qui se passent sur un système d'information. D'accord. Pour conclure cet échange, Flavien, j'aimerais qu'on essaye de se projeter et qu'on essaie maintenant de regarder les tendances que les organisations devront surveiller. Quels sont alors vous avez parlé de signaux faibles, juste un instant, c'est une transition intéressante. Quels sont justement les types de signaux que demain les entreprises devront regarder et à quel type de menaces elles devront être particulièrement attentives?
Il y a un sujet que en titre d'exemple que je voulais prendre, c'est que je ne sais pas si vous avez regardé pendant le confinement, on a parlé notamment de Canteloup et qui a utilisé une technologie qui s'appelle le deepfake. Et l'idée c'était, donc il y a un certain nombre de vidéos qui tournent, c'est assez intéressant à voir. L'idée c'était quand il faisait ses imitations, il arrivait également à se faire passer un peu dans la peau du personnage, au-delà de la voix, mais aussi de façon physique via le deepfake justement. Et entre autres, ces technologies qui sont de plus en plus évoluées, bien entendu, elles peuvent être utilisées par les attaquants. Et ça peut être aussi une résurgence d'un certain nombre de techniques de social engineering, d'ingénierie sociale. Et donc, par exemple, les attaques au président, quand j'arrive à la fois avoir la voix de mon président, mais éventuellement à dire, si vous voulez, on fait une webconférence parce qu'on travaille tous à domicile, et je vous montre mon visage, et en montrant mon visage, en plus, j'ai l'apparence de mon président, comment j'arrive à détecter que je ne dois pas faire justement ce virement qu'on me demande de faire, alors que j'ai l'impression d'être face à cette personne-là. Donc ça peut être ce genre de choses qu'on va voir. Après, ce qui est assez drôle aussi, c'est que dans le monde de la cybersécurité, et surtout déjà globalement dans le monde de l'IT, on a tendance à désigner l'utilisateur, vous savez, entre la chaise et le clavier. Mais finalement, au niveau de la... C'est de lui que vient l'erreur. Hein. Voilà. L'erreur, elle est là. Et souvent, au niveau de la cybersécurité, on a tendance à un peu négliger l'utilisateur, à se concentrer sur le système sous-jacent, ce qui se passe, etc. Et entre autres, le travail qu'on veut faire, nous, c'est comment se concentrer aussi sur l'utilisateur via du machine learning adapté. Et donc, c'est pouvoir sécuriser aussi davantage l'utilisateur, simplifier finalement, essayer de repérer les erreurs humaines et simplifier le travail des administrateurs via justement ce machine learning qui opère au-delà des capacités de l'humain, donc qui vont sous-jailler ces capacités. Et le fait aussi d'opérer en toute situation, en permanence, dans un monde connecté ou déconnecté, donc ça c'est aussi hyper important. Et après, il y a aussi, on a parlé notamment de la partie mobile, qui est une des grosses tendances et qui va continuer à évoluer. On va de plus en plus utiliser ces systèmes-là. On va peut-être même parfois s'en servir pour se connecter au système d'exploitation. Donc effectivement, ça c'est le genre de choses qu'il va falloir aussi regarder de plus près et sécuriser. D'accord. Et juste une dernière chose, il y a parmi les différentes tendances, il y a également le crimeware as a service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez mentionné, on a des attaquants qui sont de plus en plus au fait des outils. Vous avez mentionné le deepfake, on a des attaquants qui utilisent l'IA de plus en plus. Pourquoi est-ce que les entreprises aujourd'hui doivent se méfier particulièrement de ces cyberpirates qui aujourd'hui, alors vous avez parlé d'ingénierie sociale, aujourd'hui il y a des dispositifs qui permettent quasiment sur étagère de lancer des attaques. Pourquoi est-ce que c'est très dangereux aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ce type d'outil, je le disais, disponible sur étagère, est particulièrement dangereux pour les entreprises? C'est tout à fait juste, Thomas. Effectivement, il y a la notion de crimeware as a service. Et ce qu'on constate finalement, c'est que les groupes sont de plus en plus structurés et organisés. Ils vont même jusqu'à collaborer ensemble. Et donc, on parlait par exemple d'Emotet. C'est pas vraiment une nouvelle, ça. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut en avoir conscience. On a vu Emotet être utilisé aussi comme étant un des vecteurs au départ de certains aussi ransomware. Donc finalement, Emotet permettait d'accéder au système d'information. Et une fois que j'ai opéré les différentes actions que je voulais, je pouvais aussi me servir d'Emotet pour diffuser mon ransomware. Et donc finalement, chacun a été développé par différents groupes et après ils collaboraient ensemble. Et donc c'est pour ça qu'aussi on disait au départ qu'ils n'échangeaient pas forcément avec tout le monde, mais de façon beaucoup plus structurée leurs informations pour que ce soit d'autant plus efficace et de passer encore plus les différentes défenses mises en œuvre. Donc effectivement, c'est un point d'attention particulier. Et donc c'est entre autres pour ça, et je l'insiste, qu'on essaie d'utiliser davantage aussi de machine learning chez nous, de plus structuré. C'est de pouvoir détecter ce genre d'évolution sans forcément avoir un humain derrière, sans attendre qu'il y ait le fameux patient zéro qui soit infecté. Flavien, ce sera le mot de la fin. On a abordé avec vous beaucoup de problématiques. D'abord, la cybermenace dans son ensemble. On a parlé de la menace sur l'IoT, les téléphones mobiles, les voitures connectées. Je pense qu'on a vraiment fait un tour assez complet. Merci beaucoup. Merci Thomas. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine conférence. Excellente journée, à bientôt.